Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous avez assisté en Mondovision à cette scène à peine croyable dans le bureau ovale entre le président des États-Unis Donald Trump et celui de l'Ukraine Volodymyr Zelensky. Une scène qui a suscité de nombreuses réactions et questions, dont celle de savoir si on assiste à un repositionnement géopolitique dicté par les ressources naturelles stratégiques de façon générale et les terres rares en particulier. Les terres rares, justement, ces métaux devenus célèbres grâce à Trump, et j'exagère à peine, dont tout le monde en parle, mais que peu connaissent réellement. Et si on en parlait? Qu'est-ce que c'est? D'où viennent-elles? À quoi ressemblent-elles? Où les trouve-t-on? Comment sont-elles exploitées? À quoi servent-elles? Pourquoi sont-elles si stratégiques? Pourquoi influencent-elles la géopolitique mondiale? Quel lien entre la guerre en Ukraine et les terres rares? En tant que consultant en stratégie et expert dans les industries extractives et de transformation, je vais vous donner une vision assez détaillée sur ce sujet ô combien important, en apportant autant que je pourrai des réponses à ces questions que vous devez certainement vous poser. Les terres rares sont un groupe constitué de 17 éléments chimiques liés par leur configuration électronique. On y retrouve le scandium, l'yttrium et les 15 lanthanides qui sont des éléments chimiques dont le nombre atomique est compris entre 57 et 71 dans le tableau des éléments chimiques de Mendeleïev. Contrairement à ce que l'expression terre rare laisse suggérer, ces métaux ne sont pas si rares en réalité. Ils sont présents partout sur la Terre, mais disséminés de façon inégale et très souvent à de très faibles concentrations pour une exploitation industrielle. Ces métaux possèdent des propriétés spécifiques, exceptionnelles, telles que des capacités optiques, un pouvoir magnétique ou d'aimantation et des capacités catalytiques qui en font des éléments très demandés et qui se présentent commercialement sous la forme d'oxyde, de sel ou de métaux. Contrairement au lithium ou au cobalt qui servent principalement aux batteries, les terres rares, elles, ont des applications multiples dans les technologies de pointe et les énergies renouvelables. Sans elles, impossible d'assurer cette fameuse transition énergétique. En réalité, ça fait un moment que les terres rares sont connues. Son histoire commence au XVIIIe siècle en Suède, en 1787 plus précisément, où elles sont découvertes par Carl Axel Arrhenius. Et les premières techniques de séparation arrivent dans les années 30 en France. Et c'est dans les années 40, 50 que les premières productions industrielles démarrent. Mais elles restent modestes jusqu'aux années 80 où elles connaissent un véritable essor suite à la production massive des téléviseurs couleurs et aussi le développement des technologies laser. La Chine va prendre le relais de la production de façon spectaculaire et on va passer dans les années 85 d'un marché de niche à un marché à fort enjeux mondiaux. Ces fameuses terres rares sont extraites sous forme de minerais bruts, souvent mélangés avec d'autres métaux tels que le thorium, l'uranium, voire le fer. Elles apparaissent sous forme de roches de différentes couleurs, grises, noires ou brunâtres. Comme son nom l'indique, les terres rares viennent de la Terre. Certaines sont associées au processus interne de vie de la Terre
et d'autres sont liées au processus d'altération des roches en surface. On distingue donc plusieurs zones et types de minéralisation. On les retrouve avec différentes teneurs comme la plupart des minéraux classiques. Certains gisements peuvent avoir des teneurs très élevées de l'ordre de 5 à 10%. Pour vous donner une idée, pour obtenir 50 kg de terre rare d'une teneur relativement importante, il faut extraire 1 tonne de roche. Si on compare avec l'or, pour obtenir 2 à 8 grammes d'or, il faut extraire 1 tonne de roche. Le problème, c'est que le taux d'utilisation de ces deux éléments sont complètement différents. On ne rentrera pas dans les détails techniques au risque de vous ennuyer et ce n'est pas l'objet de la vidéo. Il y a encore, je dirais, beaucoup d'opacité sur les terres rares. Peu de communications sont faites par les États sur ces minerais, peut-être en raison de son caractère stratégique justement. Ce qui fait que les réserves réelles de terres rares et leur répartition sont difficiles à évaluer. Pour vous donner quelques chiffres, en juillet 2011, on parlait de 100 milliards de tonnes de terres rares découvertes par des scientifiques japonais dans les eaux internationales du Pacifique. En 2018, après quelques expéditions et études, on est passé de 100 milliards à 16 millions de tonnes de terres rares disponibles dans ces mêmes eaux internationales. Et en 2021, l'Institut d'études géologiques des États-Unis estime les réserves mondiales en oxyde de terre rare à 120 millions de tonnes. Ça vaut ce que ça vaut puisque je vous ai dit que les États, les pays extracteurs ou producteurs de terres rares communiquent peu sur ces sujets. Mais soit, avec une production mondiale annuelle qui oscille entre 250 et 280 000 tonnes d'oxyde, cette réserve assurerait environ 500 ans d'approvisionnement si on reste dans cette production actuelle. Pour comparer avec d'autres minéraux tels que le fer, la bauxite, le manganèse, le cobalt et j'en passe, leurs réserves mondiales s'élèvent respectivement à plusieurs milliards de tonnes, mais avec une consommation beaucoup plus importante. Quoi qu'il en soit, les principaux pays extracteurs de terres rares sont la Chine avec 17% de réserves mondiales, devant le Brésil et le Vietnam qui sont à 18%, ensuite la Russie avec 10%. Il y a également l'Inde qui dispose de 6% de réserves, tandis que l'Australie est un peu moins de 3%. Les États-Unis, eux, ne détiennent que 1,2% de réserves. Et enfin, l'Ukraine dont on parle tant, avec de nouveaux gisements qui attisent les tensions. On peut également évoquer le Groenland qui ne contiendrait pas moins de 12% de réserves mondiales exploitables de terres rares. Y a-t-il un lien avec la récente sortie du président Trump à propos de son ambition d'annexer cette île arctique? Ou est-ce une simple coïncidence? Il semble avoir été clair sur le sujet, mais je vous laisse le soin d'apprécier par vous-même. Pour ce qui est cette fois-ci de la production mondiale d'oxyde de terre, la Chine est également le premier producteur avec 60% de production mondiale, suivi par les États-Unis avec 15%. La Birmanie et l'Australie sont respectivement à 9 et 8%. La Thaïlande est à 3% de production mondiale, tandis que Madagascar, l'Inde et la Russie ne sont qu'à 1%. Mais avec un potentiel très important en Russie et au Brésil, encore sous-exploité. Maintenant que vous connaissez mieux les terres rares,
Vous avez compris que ce sont des éléments mélangés dans le minerai et l'obtention d'un produit le plus pur possible nécessaire pour ces fameuses applications industrielles est un processus long, gourmand en énergie, en ressources naturelles et très polluant. Ceci dit, le processus d'exploitation est quasiment similaire à la plupart des minerais critiques. Dans un premier temps, il y a l'extraction du minerai brut, le plus souvent dans des mines à ciel ouvert. La roche brute est ensuite passée dans un concasseur pour une première réduction du minerai. Ensuite, le produit, les gravillons, pour être plus précis, sont passés dans un moulin, très souvent à billes, pour obtenir une sorte de boue de poussière. Après cette étape, il y a ce qu'on appelle la séparation chimique des métaux rares du minerai, du reste du minerai, suivi d'un enrichissement. La méthode la plus courante utilisée pour la séparation chimique s'appelle la flottation. C'est un procédé qui utilise beaucoup d'eau, des produits chimiques et une importante quantité d'énergie. Il y a également la séparation magnétique qui peut être utilisée dans certains cas. Après cette étape, il y a ce qu'on appelle la purification ou raffinage pour obtenir des terres rares pures. Le procédé utilisé est connu, c'est la lixiviation, qui est une opération classique dans l'industrie minière pour récupérer principalement des éléments de valeur. Elle consiste à mettre dans une solution sélective les métaux rares qui ont été obtenus précédemment. Et les produits utilisés dans cette étape sont assez agressifs. La dernière étape, et non la moins importante, est la séparation des terres rares qui se fait soit par des opérations chimiques classiques, par oxydation ou réduction sélective, ou alors par des techniques d'échange d'ions. La création de sites d'exploitation minière, quelle que soit d'ailleurs la nature des minerais, elle est de facto polluante, du fait de la production des zones d'accumulation de déchets et de l'utilisation des produits toxiques qui ont des conséquences évidentes, néfastes sur l'environnement. Concernant le cas des terres rares, la difficulté, c'est de séparer ces métaux pour les utiliser de manière isolée. Du coup, les procédés d'extraction, de traitement et de séparation sont très coûteux en énergie, en eau et en produits chimiques. Et d'autre part, comme je l'ai dit plus haut, il faut extraire énormément de roches pour avoir une maigre quantité de terres rares en fin de processus. Les conséquences sur l'environnement sont de différentes natures: pollution des sols et des eaux, rejet toxique des acides et des métaux lourds, déforestation et destruction des écosystèmes locaux. Pour la petite histoire, la France avait une expertise reconnue et avérée dans le traitement des terres rares depuis plus d'un siècle. Elle a été l'un des premiers pays à les traiter. Mais pour des raisons écologiques, toute cette expertise a été transférée à la Chine, qui est aujourd'hui le leader incontesté aussi bien dans l'exploitation, la transformation que l'utilisation des terres rares. Et comme on l'a dit plus haut, les terres rares possèdent ces propriétés spécifiques qui font d'elles un minerai indispensable dans de multiples applications. Les principales, ou du moins celles qui sont les plus connues. Nous avons les aimants permanents qui sont utilisés dans nos téléphones portables, nos téléviseurs, nos ordinateurs, l'automobile, les éoliennes, les avions, les panneaux solaires et bien d'autres, et qui représentent la plus importante utilisation finale des terres rares, soit environ 29%. Nous avons également les procédés de catalyse que l'on retrouve dans l'industrie du raffinage pétrolier et les pots catalytiques des voitures, qui représentent respectivement 13 et 8% de terres rares. Ces terres rares sont aussi largement répandues dans certaines batteries et les systèmes électrolytiques à hauteur de 7%. On retrouve également 13% de ces terres rares dans les applications de polissage, 8% dans certains alliages métallurgiques,
11% dans les industries du verre et des céramiques et 10% dans diverses applications. À titre d'exemple, on peut trouver jusqu'à 1 tonne de terres rares dans une éolienne, entre 0,5 et 3,5 kg de terres rares dans une voiture électrique ou hybride, et 3 grammes de terres rares dans chacun de nos smartphones. Les principaux acheteurs sont les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, la Corée du Sud. Globalement, du fait de la domination chinoise, c'est le marché intérieur chinois qui guide les prix des terres rares puisqu'il n'y a pas à ce jour des cotations sur les marchés boursiers. Les prix sont donc établis par négociation directe entre les producteurs, les transformateurs et les utilisateurs. D'ailleurs, il y a une grande disparité de prix au niveau des terres rares. On parle d'une variation qui oscille entre 50 et 100 euros le kilogramme pour les terres rares légères qui sont relativement abondantes et ça peut monter jusqu'à 10 000 euros le kilogramme pour les terres rares lourdes, plutôt rares sur le marché et réservées à des applications de niche. À titre indicatif, le prix moyen de la plupart des métaux tels que le cuivre, l'étain, le lithium, le nickel reste beaucoup moins élevé que les terres rares. Je dirais que malgré son expertise reconnue et avérée dans le traitement des terres rares, la France a une forte, comme l'Europe d'ailleurs, a une forte dépendance à la Chine. Ce d'autant plus qu'elle y avait délocalisé le processus de purification dont elle avait la maîtrise. Il y a eu également peu d'investissements dans l'extraction et le raffinage des terres rares, et ceci est valable aussi bien pour la France que pour l'Europe. Au regard des dernières actualités, des initiatives semblent être en cours pour sécuriser un approvisionnement, je dirais, propre et stable des terres rares et d'autres matières premières stratégiques. Quid de l'Afrique? Nous avons déjà commencé à aborder le sujet dans sa globalité dans ma série en cours sur l'industrialisation du secteur minier en Afrique. Vous retrouverez 3 ou 4 premiers épisodes sur ma chaîne YouTube. Si je devais conclure en une seule phrase cette vidéo ou lui donner un titre, je dirais la puissance des matières premières stratégiques sur la géopolitique mondiale. La guerre entre l'Ukraine et la Russie en est un exemple. Est-ce une guerre pour la souveraineté ou pour les ressources? Assistons-nous à un repositionnement géopolitique dicté par les ressources stratégiques? Est-ce que les terres rares sont le véritable enjeu? Je n'ai pas de réponse définitive à ces questions. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les terres rares et d'autres minéraux critiques sont la clé des nouvelles technologies. Sans elles, impossible d'assurer la transition énergétique et la suprématie technologique. C'est en ce sens qu'on peut penser que les matières premières stratégiques ou critiques, définissez-les comme cela vous semble le plus adéquat, jouent un rôle géopolitique majeur dans les tensions mondiales actuelles. On peut citer les tensions entre l'Ukraine et la Russie, les tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et les tensions entre les deux Soudans. La question que je me pose, ou que nous nous posons peut-être naturellement, c'est le partage des ressources est-il la véritable clé de ces conflits? Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on parle de terres rares, du coltan, de l'uranium, du lithium, du cuivre. Hier, on parlait du charbon, du pétrole et du gaz. Demain, on parlera certainement de l'hydrogène, de l'hélium, de l'eau ou d'une autre matière première. Tout porte à croire que les pays
qui contrôle ces matières premières stratégiques, possède un levier de puissance économique énorme. En tant que consultant en stratégie et expert dans les industries extractives et de transformation, mon rôle est aussi d'expliquer ces enjeux et d'aider les entreprises, les organismes internationaux et les États à mieux anticiper l'avenir. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, laissez-en un commentaire. Je vous souhaite une excellente semaine.